Et bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 46. Aujourd'hui, on va parler de reprenariat. J'ai un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager une entrevue que Serge Beauchemin a faite il y a quelques années avec Karim Senoussi sur une histoire très inspirante de reprenariat. Je trouve ça important qu'on parle de reprenariat parce qu'on encourage beaucoup la start-up, on encourage beaucoup à aller dans partir une nouvelle entreprise, mais au Québec, il y a une panoplie d'entreprises qui vont tomber à vendre, qui vont tomber disponibles pour des nouveaux acquéreurs, des nouveaux entrepreneurs. Alors, c'est un chemin aussi possible pour l'entrepreneuriat, soit de reprendre une entreprise. J'aimerais remercier nos partenaires, soit la Banque nationale et le réseau Mentorat, qui nous permettent de créer tout ce contenu gratuit pour vous. Puis, j'aimerais aussi vous parler d'Expo Entrepreneur qui aura lieu le 3 et 4 mai prochain. Pourquoi je parle d'Expo Entrepreneur et du reprenariat? Serge Beauchemin animera un panel le 4 mai à 10h15 sur le reprenariat. Il va faire le tour des étapes que vous devez savoir pour reprendre une entreprise. Alors, le panel aura lieu à Expo Entrepreneur au Palais des Congrès de Montréal le 4 mai à 10h15 et le tout est 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en suivant le lien en description de cette entrevue. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous lancer quelque chose qui me tient à cœur et une entrevue que j'ai trouvée très inspirante de Karim Senoussi et Serge Beauchemin. Sans plus tarder, la Aujourd'hui, voici. on rencontre un entrepreneur passionné. Écoutez bien son histoire. Il devient copropriétaire d'une entreprise privée qui compte à l'époque plus de 100 employés, et ce, sans aucune mise de fonds. Et en tout juste 3 ans, il passe le nombre d'employés à 400. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi M. Karim Senoussi. Je vous parlais d'un entrepreneur passionné. Écoutez ça, il a réussi un grand chelem dans sa carrière. Un grand chelem, c'est 3 grands coups. Le premier, j'en ai parlé, il est devenu copropriétaire d'une entreprise privée sans mise de fonds. Le deuxième, c'est qu'il a bâti une équipe de 900 personnes en tout juste 3 ans. Et son troisième grand coup, il a redressé une entreprise privée en difficulté financière. Et en 3 ans, il a triplé le nombre d'employés à 300 et évidemment l'a ramené sur le chemin de la profitabilité. Ça, c'est un performant. Karim Senoussi, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Serge, c'est un grand plaisir pour moi. Karim, j'aimerais ça, dans les grands coups, que tu insistes ou du moins que tu nous détailles comment on devient actionnaire d'une boîte privée sans capital. Bien, écoutez, je peux juste témoigner avec mon expérience à moi ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, j'avais été témoin de des gens qui avaient parti une entreprise. Et quand ils l'ont parti, il y avait eu certains succès, il y avait eu de la croissance, vécu certains Dans quel domaine, défis. Karim, Dans le l'entreprise? domaine de la sécurité. OK, sécurité de personnes. Bien, sécurité assez large, dans le OK. sens avec des agents de sécurité, des voitures Ah oui, de OK, c'est patrouille. parfait, on connaît. Parfait. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'actionnaire majoritaire désirait se retirer. OK. Le fils désirait continuer. Donc, ils étaient 2 à l'époque. Exactement. Et ils étaient 2. Et ce qui s'est passé, c'est que leur conseiller leur avait bien fait remarquer aussi que ça prenait plus de liquidité. Donc, ils cherchaient quelqu'un qui allait investir de l'argent parce que le modèle d'affaires, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux clients, bien, il fallait payer plus de ressources, ça prenait des liquidités. Donc, si je comprends bien, le nouvel actionnaire devait mettre de l'argent dans l'entreprise et racheter le père qui voulait quitter. Exactement. Et il y avait aussi un troisième joueur qui était comme un compétiteur qui allait devenir aussi un des propriétaires à l'intérieur de ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, on se connaissait depuis des années, il y avait une grande confiance parce que quand je payais mes études, ils m'avaient vu travailler dans certains projets, fait qu'il y avait une confiance. J'avais aussi une admiration pour ce qu'ils avaient fait. Par contre, je n'avais pas de liquidité. Dans mon cas, j'en avais pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment écouté leurs besoins, cherché à comprendre qu'est-ce qu'eux avaient besoin. Ça, c'est un des grands secrets des gens qui réussissent, écouter les besoins. Exactement. Merci. Mais en fait, eux, ce qu'ils avaient besoin, c'est de, un, protéger l'argent qu'ils avaient déjà accumulé, qu'ils avaient déjà bâti. Deuxièmement, s'assurer que la compagnie allait continuer à croître et ces choses-là. Donc, pour le premier point, ça a été relativement facile. Il y a un terme, une cristallisation. Fait qu'ils ont pris l'argent qui leur appartenait, ils l'ont cristallisé. Donc, ils étaient rassurés là-dessus. L'entreprise n'avait plus la même valeur, mais elle avait quand même une valeur d'achalandage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé combien ça valait et je me suis engagé personnellement à rembourser sur tant d'années un certain montant. OK. Ça, c'était une chose. Donc, avec ça, tu es devenu majoritaire dans l'entreprise? À ce moment-là, je suis encore minoritaire. Il y a une autre chose qui s'est passée. L'entreprise avait vraiment besoin de liquidité. Donc, ce qu'il a fallu que je fasse, parce que l'institution financière les tenait très serrée, ce qui était difficile pour la croissance. J'ai réussi, avec force de présentation, à expliquer qu'ils pouvaient devenir un meilleur partenaire et ils ont accepté, finalement, d'être plus généreux dans les liquidités qu'ils nous apportaient. On a gagné beaucoup à ce point-là. Dans certaines choses que j'ai mises en place, que ce soit au niveau de la liquidité ou au niveau logiciel, des choses comme ça, ça a fait en sorte que mon partenaire a dit, Patrick a dit, j'aurais aimé mieux être partenaire juste avec toi. L'histoire de l'acquisition du compétiteur, ça n'a pas été ce que je pensais.
OK, donc la troisième roue, là, Exactement. finalement. Exactement. Qui n'était pas dans la même philosophie. Il était plus cow-boy, je dirais. Il avait bâti quelque chose, mais c'était pas la même philosophie de professionnalisme. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, si t'es sérieux. À ce moment-là, c'est combien de temps, ça? Ça, c'est après 3 mois. Ah, juste 3 mois Ouais, après à l'intérieur ton de entrée, 3 là. mois, les choses qui avaient été mises en place. OK. Donc, j'ai dit, si tu es sérieux, j'ai dit à 50-50, je vais aller chercher le financement puis on va trouver une solution. Tu vas chercher le financement pour acheter le troisième. Exactement. Fait que la BDC a fait une présentation. BDC est devenu partenaire puis ils ont financé cette acquisition, cette acquisition-là, si on veut, qui fait que je suis devenu seul propriétaire avec Patrick à 50-50. Bravo, Merci. c'est assez impressionnant. C'est un peu technique, mais je comprends que pour les besoins de la cause, il fallait y arriver d'une part. Mais deuxièmement aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est peut-être justement le fait que c'était une bonne compréhension de ta part de la structure financière et des mécanismes financiers qui t'ont permis finalement de t'immiscer dans une entreprise. Exactement. En Si fait, tu n'avais rien connu, ça n'aurait pas été possible. ça. effectivement. C'est plusieurs facteurs ensemble. Le facteur de la confiance, d'être créatif, de mettre des choses en place qui ont montré des résultats rapidement, qui ont rassuré au niveau des institutions financières. T'sais. Karim, ce qui m'impressionne beaucoup dans ton histoire, c'est que tu as réussi 3 grands coups dans ta carrière, 3 fois le succès. J'aimerais ça que tu fasses avec moi un retour, ou pas un retour, mais un regard sur les éléments clés qu'on retrouve dans ces 3 succès-là. Bien, je pense, Serge, à la base, c'est d'avoir bâti des équipes. Dans tous les cas, c'est d'avoir bâti des équipes. C'est des gens qui se greffent avec nous, qui croient à notre vision et qui travaillent fort avec nous. Bien important quand je parle de vision, je ne parle pas d'une phrase écrite sur un mur. Là. Je parle, oui, d'une vision qu'on a, mais qu'on vit vraiment et que les gens adhèrent. Et les gens voient qu'on la respecte. C'est suffisant, ça, Karim, une vision, puis que tu y adhères pour qu'on dise que, wow, j'ai fait du succès incroyable, j'ai bâti des grandes équipes parce que j'ai une vision claire, puis j'y crois? Bien, il y a plusieurs éléments. Je réponds en disant, c'est un des éléments qui, d'après moi, sans ça, ça ne peut pas fonctionner. OK. OK? Dans mon cas à moi, ça a été ça. Ça veut dire on a eu une vision, les gens y ont adhéré. Parce que dans notre cas, c'est toujours au niveau de la qualité. C'est correct, il y en a qui ont des modèles d'affaires où ils vont offrir des services à bas prix ou le moins cher. Ça n'a jamais été notre cas, on n'a jamais été choisi pour notre prix, mais toujours pour la qualité. Donc, c'est de savoir s'entourer à des gens qui voient qu'on est comme ça et qui ont aussi cette philosophie-là. Ça, c'est une des choses. Mais une autre chose qui est importante aussi, c'est de faire en sorte qu'on innove, on va chercher des clients d'une façon spéciale, on a une profitabilité, donc on est quand même capable de Tu as respirer. dit on innove. Là, j'aimerais ça en entendre un peu plus. Ça aussi, c'est facile à dire, on innove, mais qu'est-ce qui était innovant chez vous? Bon, un des exemples que je pourrais te donner, nous, il y a un contrat qu'on voulait absolument aller chercher. Donc, c'était la compagnie qui avait le plus de réponses d'alarme, qui avait plus de monitoring au Québec, et nous, on voulait répondre à leurs alarmes avec nos voitures de Donc, patrouille. méchant ces gros choses-là. client. Méchant gros client. Méchant gros client, et qui était déjà servi par la plus grosse compagnie de sécurité au monde. OK. Puis là, OK? vous autres, les Nous autres, on est les deux petits, on est deux propriétaires, on est les deux dans la trentaine, puis on se dit, on va aller chercher ça. Donc, finalement, il a fallu bien comprendre le marché, on s'est très bien positionné, on a fait des bonnes choses. Une autre des choses qu'on a faites aussi, c'est qu'à un moment Tu donné- parlais d'innovation, qu'est-ce oui, que vous avez fait? toi? exactement ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai été obligé de créer un logiciel parce qu'on ne voulait pas perdre d'argent dans quelque chose OK. au niveau de la patrouille. Et ce logiciel-là, c'est, par le fait même, rendu un outil démarquant que le compétiteur n'avait pas. Fait que Donc, quand c'est on- ça, cette innovation-là. Exactement. Fait que quand on a réapproché le client, on a dit, nous, on est capable d'avoir des statistiques précises, on est capable de fournir des graphiques, toutes des choses comme ça, ce que l'autre fournisseur n'était pas capable de faire. Et on a été capable, on a dit, on va investir dans les voitures, dans les superviseurs, ces choses-là, mais avec ce logiciel-là, on a été capable de charger environ 20 plus cher quand on a obtenu le contrat. Attends. Là, tu me dis, un gros client qui fait affaire avec la plus grande compagnie au monde, Absolument. et toi, le petit, tu étais capable de charger 20 plus cher. Mais il y avait une raison importante. Ouais, puis laquelle? C'est que eux, ils chargeaient des frais mensuels à leurs clients pour monitorer leurs alarmes. OK. Quand il y avait une réponse d'alarme qui n'était pas bien répondue, OK, c'était périlleux. eux, c'était périlleux de perdre le client, où ils tombaient dans des excuses. Ça tombait dans une grosse administration, ils pouvaient perdre des clients. Alors, nous, on s'est dit, on va augmenter votre image, votre qualité de service sur la réponse d'alarme pour pas que vous ayez à vivre ça. Et ça, vous étiez capable de le faire parce que vous aviez ce logiciel innovant que les autres n'avaient pas. C'était un des éléments. C'était innovant, mais aussi parce qu'on avait des bons superviseurs, on avait mis des bonnes équipes en on place. a tout ça. OK. On a tout ça, des bons superviseurs, des bonnes équipes en place, non? Non, pas vraiment. OK. Je dirais que c'est surprenant comment qu'en business, on peut avoir du succès juste en faisant les bonnes choses. Parce que, étrangement, beaucoup de compagnies, ils coupent, on dirait, les coins ronds. Fait que quand... Ben, c'est ça qui est étonnant, Karim. Je parle à beaucoup d'entrepreneurs, puis j'entends toujours les mêmes mots, mais ce que je veux dire, c'est que tous les entrepreneurs vont dire on prend soin de notre personnel, on engage du bon personnel, la qualité, c'est important. Mais moi, j'aime ça entendre des gens qui me disent concrètement comment ils ont fait ça, comment tu as traduit qualité dans ton entreprise pour que ça devienne du concret. OK.
Puis si je peux revenir aussi un petit peu, tu parles du personnel, OK? On avait un taux de rétention d'employés qui était plus élevé, ces choses-là. Mais je vais te conter une anecdote avec quelqu'un parce que ça m'a marqué. Donc, à cette époque-là, il y avait un employé qui était agent, superviseur, patrouilleur. Mais juste te dire, à peu près 10 ans plus tard, OK? Moi, je suis plus là, j'ai vendu, puis ces choses-là. 10 ans plus tard, il est revenu travailler avec moi, OK, dans un projet que j'avais. Et il a accepté, parce que je n'avais pas de rôle pour mon client aussi important que le poste qu'il occupait actuellement. Il m'a dit, Karim, j'aimerais ça venir avec toi. Même si tu n'as pas de rôle, je suis prêt à prendre une diminution de salaire pour l'instant. Si un jour, j'ai confiance que dans le fond, la business va monter, puis je pourrais rétablir mes choses. Et c'est ce qu'il a fait. Et au début, il y avait une vingtaine de personnes à sa charge. Et finalement, il y en avait plus de 300 par la suite. Et quand il s'est fait appeler par une chasseuse de tête, qui lui a offert presque le double de ce que mon client lui offrait, il a décliné l'invitation en disant non. Avec Karim, on a des beaux projets, on travaille des choses, ça va bien, des beaux clients, une bonne équipe en place. C'était Dieu pour lui, là. C'est pas ce mot-là que j'utiliserais du tout, mais c'est le genre de relation qu'on peut bâtir avec certaines personnes. Tu peux pas bâtir ça avec tout le monde, mais tu sais, quand il y a des bons joueurs... Puis ce que tu me dis, Karim, c'est que tu réussis à bâtir ce genre de relation-là, ou du moins cette admiration conjointe, puisque tu sembles avoir une grande admiration pour lui aussi, là, par l'application d'une vision claire et l'adhérence à cette vision-là de la part du management? Adhésion et de faire les choses, d'avoir le sentiment. Un autre exemple. OK, si je peux me permettre, des fois, ça aide des exemples. À un moment donné, il se passe une situation où il y a un petit peu un mécontentement, les patrouilleurs de nuit trouvent ça difficile, ces choses-là. Bon, tu fais des meetings, tu les écoutes, on va trouver des solutions. À un moment donné, je dis, hey, je vais embarquer dans l'auto, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. OK, toi, tu es le président ou à peu près, là? À ce moment-là, je parle comme exemple, celle-là, c'est pour mon client. OK? C'est pour un de mes clients parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je dis, moi, je vais y aller dans l'auto. Fait que je suis embarqué de nuit. Puis là, les gens qui entendent ça disent « Wow, il est 2 heures du matin, 3 heures du matin. » Puis là, ils voient que je suis là. Puis là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur situation, leur réalité. C'est bon, ça. Je comprends leur réalité à ce moment-là. Et ils ont le sentiment de se dire « Wow, ils nous écoutent pour de vrai. » Fait que c'est sûr qu'après avoir passé une nuit comme ça, tu reviens et tu dis « Wow, il y a des choses que j'ai réalisées. Les employés ont raison sur certaines choses. » Donc, ils ont le sentiment que c'est pas juste des phrases. Mais qu'ils sont pas... c'est ça. Mais ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est tout à fait concret. C'est que la qualité ou l'appartenance, ça se cultive par des gestes concrets, par une implication réelle. Tu es allé te mettre dans leurs chaussures. Absolument. C'est assez exceptionnel, juste ça. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que tu veux bâtir quelque chose de bien, il faut que tu comprennes. Puis eux, en même temps, ça leur donne le sentiment qu'ils sont respectés au travers de ces choses-là. Karim, on a parlé de 3 succès dans ta carrière. Le capital humain, l'innovation. Est-ce qu'il y a une autre clé de ce succès-là pour toi? Bien, il y a une autre clé, je te dirais que c'est des partenariats. Comme dans notre cas, nous, au niveau du marketing, on s'est positionné dans certains cas, pas vraiment en publicité, mais plus en marketing. Des choses qu'on a fait qui nous a positionnés relativement fort. Quelle différence pour toi, publicité puis marketing? Bien, publicité, je dirais plus des gens qui paient. Tu payes pour être affiché sur un billboard dans une revue à la télévision. Okay. C'est correct. Moi, j'achète des choses des fois que j'ai vues en publicité. Le marketing, je le vois plus comme une action que tu fais qui te positionne, que les gens vont le voir. OK. Comme le marketing, pour toi, c'est plus comme une stratégie de positionnement. Stratégie de positionnement, ou exemple, à mener, on voulait, dans le marché, exemple avec des voitures, on a acheté des voitures comme la même chose, les mêmes voitures que la police achetait. On a mis des flashers dessus, c'est pas la même couleur. On a rebrandé la compagnie qui avait un nom long comme ça. On l'a mis plus court. On s'est positionné à certains endroits. Fait que ça, j'appelle ça du marketing. Fait qu'on était très, très, très visible. Fait que là, les gens étaient surpris. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau joueur. Ça, c'est un exemple, mais j'ai agi dans d'autres domaines aussi qui n'étaient pas la sécurité ou qu'on a eu d'autres stratégies. Mais pour te donner un exemple aussi d'un autre point qui, dans mon cas, a beaucoup aidé, c'est les partenariats. Je reviens avec l'exemple de tantôt, comme je le disais, je ne suis pas sûr si je te l'ai mentionné, c'est que, oui, on est allé chercher le client, mais non seulement ça, on a négocié d'avoir le droit de servir. Il y avait des milliers de clients, lui, qu'on avait le droit de servir ses clients pour des services complémentaires qu'on offrait, que lui n'offrait pas. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est qu'en fait, vous êtes allé voir plus loin que la relation avec votre client. Vous avez dit, Exactement. y a une opportunité en dehors de cette relation? Exactement. Et lui, dans le fond, on a dit, ben oui, parfait, je suis à l'aise avec ça. Donc, si on répondait, exemple, à une alarme, par la suite, il y avait besoin de gardiennage pour une autre raison, il pouvait faire affaire avec nous directement. Et on avait automatiquement une crédibilité. C'est sûr que ça l'aidait. Écoute, on servait l'aéroport de Montréal, Ubisoft, Hewitt, c'est ça aidait pour la crédibilité de l'ensemble. Mais c'est ça un petit peu, c'est de bâtir sa crédibilité avec des choses vraies. Puis quand tu as une excellente rétention, puis on peut avoir roulé pendant des années, des fois à 100 de rétention, bien, ça ne fait que ceux qui parlent de toi parlent en bien, les autres, ils ne te connaissent pas, mais tu fais ton bout de chemin. Ça a été une chose, moi, qui a été toujours très importante, le niveau de rétention. Je fais un recap de tes éléments de succès. On a parlé de capital humain, donc une bonne force, l'innovation. On a parlé
du marketing, d'une stratégie marketing et tout ça, de la crédibilité. Est-ce qu'il y a un autre élément? Ah oui, le partenariat. Les partenariats. Les partenariats. Puis je dirais à la base que c'est ça. C'est vraiment de donner l'exemple. Puis de faire des équipes, que les équipes comprennent qu'on travaille en équipe. Parce que des fois, puis on a tous nos caractères, nos égos, nos forces, des choses comme ça, mais de faire en sorte que les gens travaillent en équipe. Ça, c'est essentiel. On n'est pas entrepreneur. Tu n'es pas né entrepreneur. Comment tu t'es devenu, toi, entrepreneur? Tu as bien raison que je ne suis pas né entrepreneur. En fait, ça s'est même développé plus tardivement. Disons que j'ai toujours aimé bien faire les choses, mais mes 2 parents étaient enseignants. Enseignants? Oui, professeurs. Donc, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que encore dans la vingtaine, je suis allé en Égypte. Ça faisait plus de 15 ans que je n'étais pas allé. Jeune vingtaine, mi-vingtaine? Plus vers la fin de la vingtaine. Ah oui, OK. Elle est tellement plus jeune. Je suis allé en Égypte et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, parce que mon père était très discret. Ici, il était enseignant, il jouait au tennis, ces choses-là. Puis ils m'ont appris des bonnes valeurs. Mais arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait un côté entrepreneur que j'ignorais complètement. Ton père, ça? Pas mon père, la famille. La famille. La famille en Égypte. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des bateaux de croisière sur le Nil, des hôtels sur la mer Rouge, il y avait des grosses Donc, maisons, il y avait des des modèles grosses voitures. entrepreneuriales dans ta famille. Il y avait des oncles ou des... Exactement. Qui avaient de la Fait que là, business, j'ai comme vraiment été surpris. J'ai dit « wow ». Fait que à ce moment-là, j'ai dit « OK ». Fait que c'est venu m'ébranler parce que le but du voyage, c'était touristique, c'était de revoir ma famille, dans le fond, reconnecter avec ma famille. Mais je dois te dire que ça m'a ébranlé. Puis mon oncle là-dedans était vraiment phénoménal. C'était le genre de personne qui donnait confiance aux gens. Fait que il m'a fait comprendre des choses, puis il a augmenté ma confiance en moi. Et il restait un mentor. Donc, même s'il était à des milliers de kilomètres, quand moi je suis revenu, on se parlait, puis même, écoute, quelque chose qu'il avait fait, on remonte un petit peu en arrière, il nous avait même acheté un fax, parce que c'était compliqué les communications à l'époque. Donc, on avait acheté un fax, puis quand j'avais une idée d'affaires ou un projet, bien, j'ai envoyé par fax. OK. Alors... Donc, tu as eu vraiment le rôle d'un mentor à distance. Oui, exactement. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en arrivant ici, bien, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à aller à des séminaires, il fallait que je me développe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que j'augmente ma confiance en moi, il fallait que je comprenne, parce que j'avais appris des bonnes valeurs d'honnêteté, d'intégrité avec mes parents, mais pas le côté business. Il y a des gens qui ont la chance de le voir par les parents. Par les parents, quoi que ce soit. C'était absolument pas mon cas. Donc, il a fallu que je le bâtisse. Tu es allé chercher de la formation en affaires? Est-ce que tu es allé à l'université? Je suis allé suivre quelques cours à l'université. J'ai fait mes sciences pures avant. J'ai fait ma technique policière. Nécessairement. Non, exactement. Tu es allé chercher des cours ponctuels pour aller chercher une meilleure connaissance. Mais ça, c'est arrivé après, je dirais. Okay. Ça, c'est arrivé comme après. À la base, c'était vraiment des cours pour améliorer ma façon de penser. Okay. Au niveau de la communication, j'avais besoin d'améliorer ma communication, d'améliorer mon écoute. Donc, ça a été plusieurs... Donc, tu travailles d'abord beaucoup sur toi, oui. Moi, ça a été vraiment travailler sur moi qui a été nécessaire. Avant que tu puisses bâtir une équipe et que des gens aient le goût de te suivre, il faut que toi-même, tu sois quelqu'un... Qui fasse les bonnes choses. Donc, il a fallu que je travaille sur moi beaucoup. Puis c'est ce qui s'est passé, dans le fond. En faisant ça, la vie fait en sorte que des opportunités sont présentées, d'où où ce que je suis devenu copropriétaire. Et ta première opportunité d'affaires, c'est celle où tu es devenu copropriétaire. Exactement. Tu es rentré les pieds dans une business qui avait déjà une centaine d'employés. C'était ton premier. Tu n'as pas eu un peu la crainte d'être l'imposteur dans l'histoire? Pas imposteur. Parce que tu n'avais pas d'expérience, nécessairement. Là, puis là, tu gères 100 quelques employés. Oui, tu as tout à fait raison que écoute, ça a été très intense. Là. Puis, écoute, puis ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je me suis entouré. J'appelais comme quelqu'un que je savais qui était comptable, quelqu'un l'autre, parce qu'il fallait que j'apprenne des termes, il fallait que je comprenne, il fallait que j'apprenne à comprendre c'est quoi un bilan financier, c'est quoi la liquidité. Donc, j'ai été obligé d'avoir, excuse-moi l'expression, un crash course assez rapide, mais d'avoir des gens, parce qu'il n'y a pas juste eu mon mentor en Égypte, après ça, j'en ai eu ici au Québec. Mais donc, j'ai été obligé d'apprendre très rapidement, parce qu'effectivement, je me donnais une obligation de réussite, puis une pression énorme. Je me suis tiré les cheveux. J'ai eu des nuits difficiles, des fois. Dirais-tu que tu étais un gars compétitif? Oui, probablement compétitif. Et tu pensais que c'est une qualité? Tu me fais rire, parce que oui, probablement. Tu écris dans ta passe, tu es compétitif. Mais tu dirais-tu que c'est quelque chose que tu retrouves chez la plupart des entrepreneurs, ce sens de la compétition-là? Oui. Je pense que la majorité des entrepreneurs ont ce côté-là, parce que tu es obligé de l'avoir, parce que tu vis des défis. Fait qu'il faut que tu aies ce côté-là de réussir, puis de manger des coups, c'est pas vraiment le bon terme, là, mais d'avancer. Parce que, écoute, on a eu des situations menées, juste donner un exemple, on donnait notre paye en impartition. Cette compagnie-là s'est fait saisir ses comptes de banque. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. On ne pouvait même plus faire de paye parce que le système de paye, c'est eux qui le géraient. Okay. Fait que des défis, on a envie. Fait que faut que tu aies la passion. Mais
une chose qui est bien importante, c'est que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Tu ne peux pas Ça, c'est penser clair. juste en business, juste pour dire je me lance en business parce que tu dis je vais être mon patron, puis ci, puis ça. Non, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Parce que des heures, il va en avoir, de l'énergie, il va en avoir, puis il va y avoir aussi des reconnaissances. Karine, tu as certainement eu beaucoup de succès, mais tu as dû avoir 1 ou 2 échecs, ou du moins 1 ou 2 revers. Parle-moi de celui le plus cinglant, le plus fatigant, celui qui était plus marquant dans ta vie. Bien, ce que je te dirais, exemple, l'exemple que je te contais tantôt, je l'ai compté vite, là. Mais quand on s'est ramassé dans une situation où on n'était même plus capable de payer les employés, Ah, c'est celui-là qui était... ça en était un qui a été marquant. C'est assez pas pire pareil. Parce que beaucoup d'employés vivent de paye en paye. Hein, s'ils sautent une paye ou ces choses-là. Donc, tu as une responsabilité. Parce que c'est une autre chose qui est importante de comprendre en tant qu'entrepreneur. Tu bâtis, tu mets des heures. C'est pas tout le monde qui va mettre autant d'heures que toi et c'est normal. Par contre, tu as une responsabilité face à ces gens-là qui te font confiance. J'aime ça ce que tu dis. Parce qu'en fait, le rôle d'un entrepreneur, c'est aussi d'être dans la mesure de comprendre qu'il y a une grande responsabilité. Une énorme responsabilité. Les décisions, c'est pas juste toi que ça affecte. Exactement. C'est 300-400 familles, des fois. Exactement. Donc, puis c'est drôle, hein, parce que souvent, on parle de relations. Juste de donner un exemple. Quand ça s'est passé que la compagnie qui faisait des payes par répartition s'est fait saisir, Pricewaterhouse était là, il y avait un employé de cette compagnie-là que moi, j'essayais d'améliorer un peu, de personnaliser leur logiciel à nous. J'avais bâti une bonne relation avec. Bien, il a été capable de dire, bien, je vais te sortir tes fichiers, au moins l'information de tes fichiers, parce qu'on n'avait rien, on ne savait même pas comment il fallait payer nos employés. Donc, je vais te sortir tes fichiers. Puis avec ces fichiers-là, on est allé voir banque par banque, avec des fichiers, des chèques certifiés, puis dire, s'il vous plaît, pouvez-vous payer nos employés, puis ces choses-là. Mais à la base, c'est drôle, ça revient toujours à la relation. Cette personne-là, c'était juste parce qu'il avait une confiance en moi, parce qu'on avait une belle relation d'affaires, qu'il a accepté de faire ça. Mais Karim, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a souvent le stéréotype de l'homme d'affaires, c'est un requin, c'est un méchant, c'est un dur. Puis toi, t'as l'air tout d'un tendre, tout un charmeur quasiment. Là. Je suis pas capable des requins. Probablement. Moi, je viens pas du monde, je suis pas né entrepreneur ou quoi que ce soit. Fait que moi, à la base, j'ai été élevé par des parents qui m'ont donné que des bonnes valeurs. L'intégrité, le respect. Ça veut pas dire que les requins ont des mauvaises valeurs. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, moi, je n'ai pas connu le côté requin. Je veux juste dire que je ne l'ai pas connu. Donc, moi, j'ai connu ça. Donc, quand je suis devenu entrepreneur, j'ai bâti sur les valeurs que j'avais. Puis moi, ça m'a bien servi. Mais je ne dis pas que c'est la seule façon, effectivement. Des fois, tu vois des grands succès de des gens qui ont bâti des choses qui ont peut-être fait différemment, mais moi, pour être heureux et être capable de le faire, il faut que ça soit en fonction de mes valeurs. Karine, dans tous les livres que tu as dû lire dans ta carrière, il y en a certainement quelques-uns qui t'ont influencé plus que les autres. Lesquels? Bien, en fait, c'est beaucoup dans les premiers livres, ceux que j'ai lus à mon retour d'Égypte, quand j'ai commencé à m'ouvrir à l'entrepreneuriat. Il y en a un qui est de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. En français, c'est « Réfléchissez et devenez riche ». Merci. C'est un vieux livre, ça. Un vieux livre des années 30. En fait, ce livre-là m'a vraiment fait réaliser le côté entrepreneur parce que c'était une analyse des entrepreneurs qui avaient vraiment réussi. Donc, il y avait un grand résumé, il y avait beaucoup de substance dans ce livre-là et dans mon cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que tu en tiens principalement? Bien, j'en ai retenu au fait que, premièrement, c'était possible d'être entrepreneur, de voir des exemples que je n'avais pas côtoyés dans ma famille. Okay. Mais il y avait un autre élément aussi. Quelqu'un qui a mené voulait faire quelque chose de grand, puis il s'est lancé au complet. Fait que moi, je trouve que c'est ça. Des fois, quand tu as un commitment, tu te dis, bon, mais je vais le faire. B, pas de plan B, on saute. C'est exactement ça. Il n'y avait pas de plan B. Il s'était assuré que... Tu dirais-tu ça que les entrepreneurs, ils n'ont pas de plan B? Bien, souvent, il peut en avoir un, mais souvent, quand tu n'en as pas, tu vas y aller avec plus de gosse, plus d'énergie parce que tu y crois plus. Exactement. Tu y crois tellement, là, que, gars, c'est ça, on y va. La stratégie Cortez. Hein? Cortez, le général. C'est celui qui a brûlé. Il a brûlé les bateaux, bien sûr, on n'a pas le choix. Exactement, j'ai lu ça aussi. Je ne sais pas si c'était dans ce livre-là ou je l'ai lu ailleurs, mais ça m'avait marqué. On va être obligé de gagner, il n'y aura pas de bateau, sinon vous ne reviendrez pas en... Réfléchissez, devenez riche, de Napoléon Hill. Quel autre livre? De Dale Carnegie. Laisse pas deviner, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Exactement. Un autre excellent bouquin. J'en avais ça tellement aussi, c'est besoin. pas jeune. Des années 20, des années 30. J'ai même une édition des jaunes. Là, OK. Vieux papier jaune. Oui, vieux papier jaune. Mais honnêtement, c'est extraordinaire. C'est très, très bon livre. Parce que c'est tout au niveau de la communication. Exact, la communication et humaine. aucun truc aux manipulations. Juste des bonnes valeurs. Vraiment l'intégrité, l'authenticité. Exactement ça. J'ai beaucoup aimé ce livre-là aussi. Ouais. Fait que moi, c'était nécessaire dans mon cas. Good. L'importance d'un mentor pour toi. Bien, moi, en fait, ça m'a donné beaucoup confiance, comme je comptais un peu en Donc, tu as eu un mentor. J'en ai eu plusieurs. Oui, j'en ai eu plusieurs. Comme présentement, ici au Québec, quelqu'un, Pierre Brodeur, qui a réussi. Parce que c'est drôle, parce que des fois, des gens regardent mon parcours, j'ai réussi dans différentes industries. OK. Puis, ce que je regardais aussi, puis je me disais, bien, lui, dans le fond, à l'époque Pierre, c'est ton mentor d'aujourd'hui. Oui. À l'époque des Chagnons, chez Vidéotron, on développait des choses à l'international, chez Seco, chez Steinberg, chez Weston. Mais qu'est-ce qu'il y a
parallèle? Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes les industries qui ont des produits et services différents? Oui, exact. Qu'est-ce qu'il y a? Des humains, Ben voilà. du capital humain, tu bâtis des équipes, tu fais des stratégies, il faut que tu innoves, puis tout ça. Mais encore une fois, c'est Qu'est-ce que des ton humains. mentor t'a apporté de concret? Là? Parce que là, ton mentor ou tes mentors. Oui, t'ont j'en ai eu apporté de plusieurs. Ben, dans le fond, il m'est arrivé des moments de doute, de remise en question. Entrepreneur, c'est pas toujours facile. Je sais ton parcours, mais je ne sais pas à l'intérieur de ça ce que tu as vécu. Mais moi, j'ai eu des même chose que périodes. toi, des hauts et des bas des hauts et des là-dedans. bas, Voilà. des périodes de doute. Puis même des fois, amener de prendre des décisions. OK, est-ce que je vends, des choses comme ça. Puis des fois, même la nuit, des fois, j'ai déjà pas dormi la nuit pour des situations de liquidité financière. Comment on va faire pour arriver? On Des est choses tous comme ça. passés par là. Et amener de dire, bon, est-ce que je suis rendu à une autre étape ou ces choses-là? Et c'était tellement drôle. Je suis allé voir un de mes mentors. En 5 minutes, il m'a donné confiance. Il m'a fait voir. Il m'a résumé toute la situation. Puis j'ai dit, parfait, je passe à un autre projet. C'est bon ce que tu dis, il m'a donné confiance. C'est-à-dire que le mentor n'a pas pris la décision à ta place. Il t'a Absolument pas dit pas, quoi faire. Il t'a absolument plutôt pas. encouragé dans ta décision, t'a aidé à Exactement. prendre ta décision. Exactement. C'est Parce qu'un excellent. mentor n'est pas là dans le day-to-day. C'est drôle parce qu'il est toujours disponible. Hein? Il est toujours, que ce soit un coup de téléphone, hey, on peut-tu aller luncher? On se trouve toujours une façon. Mais c'est pas quelqu'un que tu vois toujours, c'est pas quelqu'un qui va t'aider dans ton day-to-day, mais qui a un rôle J'aime que important. tu me dis que tu avais encore des mentors, Ouais, tu avais absolument. encore un mentor, c'est excellent. Autre question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur aujourd'hui? Premièrement, de choisir quelque chose, de rentrer entrepreneur dans quelque chose qui te fait vibrer. Pas rentrer en business juste pour dire que je suis en business. Et d'avoir le côté aussi de savoir bien s'entourer, de penser au financement. Fait que tu me demandes un conseil, mais c'est Ouais. obligé, ça en prend quelques-uns. Je ne peux pas te donner une bonne recette de gâteau au chocolat en disant juste chocolat. Là. Ça Non, prend une couple d'éléments. Donc, Ces éléments-là, Ces capital éléments- humain, tu m'as dit? Ouais, un peu ce que tu peux premièrement, raconter. la vision, de savoir s'entourer, d'être un mobilisateur, OK. d'aller chercher de l'aide externe. Ça peut être soit par un mentor, des fois ça peut être par un consultant, ça peut être par aller suivre une formation, peu Ça importe. prend de l'humilité, ça, par exemple. C'est pas tout le monde qui est prêt ou qui est ouvert à aller chercher de l'aide externe comme ça. Bien, ça dépend du succès que tu veux. Donc, Parce on pourrait peut-être dire que ça prend de l'humilité. Bien, nécessaire, absolument. Parce que tu avances, tu as une équipe qui te suit, puis tu t'en vas dans une direction. Tu ne peux pas être parfait au travers de tout ça. Donc, tu as besoin d'apprendre toi-même. Puis c'est là que ça devient important. Quand ton équipe, les gens ont toujours eu le droit à l'erreur. Toujours eu le droit à l'erreur. Je ne parle pas de la même erreur répétée 7 fois, là, que c'est de la nonchalance, mais tu sais, une erreur de bonne foi, OK, Ouais. parfait, c'est beau. Fait que quand tu as donné le droit à l'erreur à l'autre, quand toi, tu en fais une, mais ils savent que tu avais un bon objectif, bien, ils te respectent. T'sais. Fait que ça, c'est un des éléments. Mais le financement aussi, parce que d'avoir une bonne idée, d'avoir de la vision, c'est important, d'avoir une équipe, mais le financement ou la liquidité ou peu importe, l'argent... a une Maîtriser certaine cet imp- aspect-là aussi. Maîtriser cet aspect-là, parce que des fois, les cycles de vente, il faut comprendre les cycles de vente, il faut comprendre qu'en croissance... C'est une bonne brochette de conseils. C'est une bonne brochette de conseils. Karine, dis-moi, c'est quoi ton rapport avec l'argent? Parce qu'on parle de succès financier, tout ça, souvent c'est le concept, là, mais c'est quoi ton rapport toi, avec l'argent? Moi, l'argent n'a jamais été le driver principal. J'avoue que j'aime les belles choses, là, que ce soit les voitures, les ci, les ça, là, mais ça n'a pas été le driver principal, l'argent. Moi, ça a été de dire, je fais quelque chose, je l'accomplis, puis tu as un sentiment, là, tu bâtis quelque chose. Ça, c'est la fierté, l'accomplissement est beaucoup plus fort. Par contre, j'aime beaucoup l'argent aussi. Et ce que je me suis rendu compte avec l'argent, c'est que ça te permet, premièrement, d'avoir plus de liberté. On a un ami commun qui appelle ça des unités de liberté. C'est qui cet ami Marc? Oui, Marc. Alors, ça, il y a une autre chose aussi que ça permet, tu peux contribuer davantage. C'est plus facile des fois d'aider des gens, que ce soit financièrement c'est ou des beau, choses ça. comme ça, mais plus que tu en as et que tu l'utilises intelligemment, à ce moment-là, tu peux aider davantage. Parce que du bénévolat, on en fait avec notre temps, c'est naturel. On ne peut pas donner ce Mais- qu'on n'a pas. Exactement. Donc, évidemment, si on en a Donc, plus, on peut en donner plus. puis il y a un autre volet que moi j'ai trouvé que ça donne, quand tu t'en as, ça donne la chance aux autres de dire « Ah, c'est possible ». Moi, c'est ça que je regardais. Je regardais des gens qui en avaient, je disais « Ah, c'est possible ». Donc, ça crée de la bâtit- possibilité, Ça crée ça- de la possibilité. On va passer à une autre catégorie de sujets. Le client a-t-il toujours raison, selon toi, Karine? Bien, pour moi, le client, c'est la priorité numéro un, dans le sens que de s'assurer vraiment qu'il soit bien servi. OK? J'ai toujours privilégié d'avoir des clients et de les satisfaire et non toujours de sauter, d'avoir des nouveaux. Je veux vraiment s'assurer que les clients existants. En même temps, je dois dire que le client, des fois, il faut l'éduquer. Oh, éduquer, j'aime pas bien ça. Oui, ben, en tout cas, c'est le terme que peut-être on pourrait trouver un autre terme, mais ce que je veux dire, je vais t'expliquer ce que je veux dire, c'est que vas-y. c'est la gestion des attentes. Parce que OK. des fois, il peut y avoir une situation qui peut déraper,
Et c'est juste parce qu'on n'a pas éduqué le client. Fait que, tu Donne-moi demandes un est-ce qu'il a exemple. toujours raison. Ouais. Regarde, Donne-moi OK. un exemple parce que Parfait. je veux dire pourquoi éduquer un client, j'aime pas parce que c'est une grande entreprise qui dit je m'en vais avec mon bâton de pèlerin pour éduquer les gens, comme s'ils n'étaient pas éduqués. Mais là, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux aller gérer les attentes des clients. Gérer les attentes. OK, alors parle-moi de ça. Donne-moi un J'ai exemple. peut-être mal exprimé. Non, mais tu l'as pas mal exprimé, mais je l'entends souvent. Fait que j'aime ça, le corriger, en profiter pour corriger OK. pour nos web spectateurs, pour qu'ils comprennent en fait qu'éduquer le client, c'est un concept un peu peut-être galvaudé. Ce qu'on veut, c'est gérer les attentes. Gérer les attentes. Alors, donne-moi un effectivement. exemple concret de OK. gérer les attentes. On a un client, c'est dans le domaine financier. On lui fait une proposition. Ils regardent ça, ils n'ont pas les budgets pour la grosse stratégie, fait qu'ils vont avec, des fois, ils utilisent des besoins plus ponctuels. Parfait, comme 3 à 5 ressources. Quand je parle d'une ressource, c'est un être humain formé qui fait quelque chose pour eux. Et subitement, il y a une journée, je regarde mes emails sur le téléphone, puis je lis de l'assistante du client qui dit, bien, c'est ça, si vous n'êtes pas capable de fournir, on va trouver une autre compagnie. Oh! Je suis figé, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je lis tout l'historique, pour dire que finalement, c'est à partir d'une demande qui était, nous aimerions avoir finalement le projet qui avait déjà été parlé, mené tout d'un coup, ils ont débloqué des budgets, puis ils ont dit, on aimerait avoir 24 ressources le plus rapidement possible. Quelqu'un chez nous, directeur des opérations, qui a fait exactement la bonne chose, il dit, écoutez, parce qu'avant de te commettre à quelque chose, il faut que tu sois sûr, il dit, écoutez, on va regarder, ça va prendre combien de temps pour pouvoir vous les fournir, pas sûr qu'on va être capable demain. Alors, comment ça dérape? Là, jusqu'à ça ce qu'on dérape, ça monte jusqu'au vice-président exécutif, puis ça finit par, bien, si vous n'êtes pas capable, on va... Bon. Alors, tu as géré ça comment? Donc, j'ai appelé le client direct. Bonne réaction. J'ai appelé le client, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. C'était à la fin de la journée, je partais bientôt. J'ai dit, as-tu vu la chaîne d'email? Il dit, non, pas encore, je sors d'un meeting. J'ai dit, regarde ça, s'il te plaît, une grosse situation. Il regarde ça, parfait, je t'attends. Je suis allé le rencontrer. Puis il m'a dit, Karim, là, il l'avait pris, il dit, écoute, tu as toujours été un partenaire avec nous. Je comprends que là, on te met une pression. Mais je dis, premièrement, il faut comprendre qu'il n'y a aucune compagnie qui peut te livrer 24 personnes formées spécifiquement pour demain matin. J'ai dit, ça n'existe pas. Fait que là, j'ai dit, je suis mis en position d'échec en partant. J'ai dit, deuxièmement, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin demain? Parce qu'au début, c'était le plus rapidement possible. Ben oui, mais ça a dégénéré. Et il m'a dit, il a analysé ça, il a dit, non, ça m'en prend 8. J'ai dit, écoute, demande-moi 8 pour demain. Oui, pour 8 pour Pas demain. 24. J'ai dit, demande-moi-en 8. Mais le 24 le plus tôt possible. Oh oui, mais j'ai dit, c'était pas demande-moi-en 8, je t'en livre 18. Puis je te livre les 6 autres après. Mais j'ai demandé 24, j'échoue. Ben, c'est parfait. Fait qu'on a fait la stratégie, je suis resté avec lui au bureau, on est resté du soir, écrire un beau email, puis l'envoyer, ça a été approuvé immédiatement par la haute direction. Et je mets vraiment important, ça a généré des millions de chiffres d'affaires. Ça a été le plus gros mandat qui a commencé. C'était la première fois qu'on faisait un gros mandat avec eux. Puis par la suite, on a tellement eu de résultats qui ont continué. Mais c'est important parce que les gens sous-estiment des fois à quel point le traitement d'une plainte, comment ça peut être important. C'est-à-dire que Walt Disney disait, lui, que la plainte, c'était une façon de fidéliser le client. Comment on répond à une plainte, Exactement. c'est une des meilleures façons de faire du marketing. Absolument. Tu t'en fais une belle preuve éloquente. Dis-moi, au niveau gestion des employés, quelle distance tu gardes ou tu conseilles de garder avec les clients? Pas avec les clients, mais avec les employés. Avec les employés, moi, écoute, un peu ce que je mentionnais un peu plus tôt, je vais toujours être disponible ou s'il faut que je fasse quelque chose pour voir vraiment c'est quoi la réalité, je vais le faire. En même temps, je ne vais pas côtoyer sur une base régulière ou inviter à la maison. Les gens, tu as des centaines d'employés, des choses comme ça. Par contre, les collaborateurs proches. Les collaborateurs proches, ça, c'est une autre chose. Souvent, il va y avoir des soupers, c'est des gens qui vont connaître ta famille, souvent tu vas connaître leur famille. C'est des gens qui vont s'investir beaucoup, qui souvent vont travailler très fort. Des fois, pour une raison personnelle, ils ont besoin d'un peu plus d'absence. J'ai toujours eu une grande flexibilité avec ces gens-là. Donc, toujours été proche de certains collaborateurs. C'est pas un peu dangereux de faire du favoritisme quand tu dis certains collaborateurs, tu es choisi handpicked? Non, ils s'auto-choisissent. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est une équipe d'une dizaine de collaborateurs qui gère les centaines d'employés en dessous. Ouais. Est-ce que systématiquement, tu te rapproches des 10 ou tu vas laisser le Je naturel dirais s'installer? exactement, ça je l'ai dit. J'allais dire, la vie fait les choses. Il y a des gens qui, de toute façon, sont... Il y en a qui c'est vraiment, ça va être des gens compétents, puis tout ça, mais il y en a qui ça va être, tu vas avoir une plus grande sympathie. J'aime pas le favoritisme. Puis je le considère pas comme un favoritisme. C'est qu'à un moment donné, il y a des amitiés ou des choses qui se développent. L'exemple que je donnais un peu plus tôt avec quelqu'un qui, finalement, quand il avait reçu un appel d'une chasseuse de tête, c'est correct. Moi, je lui avais même dit, tu aurais pu y aller. J'aurais trouvé ça correct que tu ailles. Je peux comprendre, tout le monde a une progression. Il dit non, il dit, je veux qu'on continue à bâtir ensemble. Mais ça, c'est une relation qui s'est bâtie sur une longue période. C'est clair. Et avec un respect mutuel et une admiration mutuelle. Fait que, mais tu peux pas bâtir ça avec des centaines de personnes, tu sais. Non, puis ce que j'aime dans l'exemple, c'est que tu dis, tu sais, le gars, il était prêt à rester avec toi malgré le fait qu'on lui offrait un meilleur salaire. Puis toi, tu lui as dit, tu es prêt de quelque part
à te laisser partir. Tu as quasiment dit, vas-y. Ben, je peux aller voir, là. Écoute, c'est normal, c'est un peu, tu sais. J'ai été surpris. Puis, sérieusement, autant que certains succès financiers ou certains contrats, je suis fier. Ça, là, ça m'a impressionné de dire, wow, on peut encore bâtir des vraies relations comme ça. Ben, c'est Ça, tout là, en ton honneur. Tout en ton honneur. Ben, c'est pas juste moi, c'est à deux. Non, une non, relation, ça se mais bâtit c'est à quand deux, même là. tout en ton honneur de l'avoir cultivé, cette relation-là, pour qu'il y ait ce message-là. Pas ce message-là, mais cette confiance-là en toi. Ouais. Karim, merci beaucoup pour ce partage de points de vue sur des sujets, je dirais, assez universels dans le domaine des affaires. OK, ça fait un grand plaisir, Serge. Karim, un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès, à ton jeune âge encore, j'imagine que ça prend pas retraite. Qu'est-ce qui te tient motivé encore? Qu'est-ce qui te tient allumé encore? Bien, c'est de voir toutes les choses qui bougent, de voir qu'il y a des projets, même de voir ce que vous faites, que vous êtes en train d'investir à stimuler l'entrepreneuriat au Québec. Moi, je trouve ça excessivement stimulant. C'est gentil, merci. Parce que c'est l'exemple que vous donnez. On voit des gens qui ont des Quand idées. tu dis vous, là, tu parles pas de vous, Serge. Mais je parlais de vous, mais aussi avec le concept des dragons aussi. OK. Je trouve ça le fun de voir au Québec ce niveau d'entrepreneuriat qui est en train de se développer pour qu'on s'enlève l'image de on est né pour un petit pain et puis l'argent, c'est pas bien. Parce que de l'autre côté, dans d'autres provinces ou aux États-Unis, de faire de l'argent, c'est correct et c'est honorable. Tout à fait. Donc, ce volet-là, je trouve ça le fun. Donc, puis je désire contribuer encore parce que oui, effectivement, j'ai justement, qu'est-ce que tu veux faire pour contribuer? Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui m'ont rencontré, puis quand ils ont su un peu mon parcours, ils m'ont dit, écoute, tu devrais peut-être écrire un livre puis partager certains principes de succès. Un livre. Bien, j'avoue que je ne suis pas un écrivain comme tel et j'ai commencé, j'ai vraiment sorti des bullet points, des choses importantes, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé au travers de trois de ces grands succès-là les points communs. Puis il y a quelques... ce qu'on a fait aujourd'hui, finalement. Oui, mais plus technique, puis on ne le fera pas nécessairement là, mais des dizaines de points simples. C'est pas réinventer la roue, mais je vois la corrélation qui fait que ça a fonctionné, puis pourquoi ça a fonctionné à plusieurs reprises. Fait que j'ai le goût de partager ça aux gens. Ce qui s'en vient dans la carrière de Karim, un livre. Ça. Encore, continuer à faire des conférences, c'est sûr. Tu fais des conférences? Bien, certaines fois, j'en ai fait plus d'une centaine, des centaines de conférences, parce que c'est quelque chose qui te permet de rejoindre un plus grand public en même temps. Et aussi, il y a un autre volet, des fois, quand c'est pour une entreprise, ça permet de passer un message que l'entreprise ne peut pas nécessairement passer, ou que les gens vont être plus à l'écoute parce que c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours mieux aussi. Bien, il y a certains sujets qui sont mieux portés par, justement, quelqu'un. Exactement. Et dans mon cas, à moi, les conférences, c'est là que j'ai appris beaucoup. Parce que j'apprends avec les livres, j'apprends avec les mentors, j'apprends avec les bons amis, mais j'apprends aussi dans les conférences parce que là, tu écoutes, puis il y a des façons d'expliquer des choses qui sont dans un angle différent, des fois, que tu dis « wow ». Je savais que tu avais fait des conférences, mais je ne savais pas que tu voulais en faire un mouvement ou une carrière importante. Oui, mais c'est justement des gens dans le monde des conférences qui m'ont demandé, ils m'ont dit « Écoute, Karim, on aurait besoin de quelqu'un comme toi. » Parce ils ne se trompent pas, ils ont senti... Bien, c'est qu'eux autres sont excellents conférenciers, mais dis-toi, tu viens rajouter aussi un autre angle avec celui de l'avoir fait sur le terrain. Donc, beaucoup de charisme déjà. charisme. C'est un jeu de mots niaiseux. Un bon humoriste, Mathieu. C'est bon, Alors, c'est un volet davantage parce que je vais pouvoir mettre davantage de temps. Donc, conférence, lecture, pas lecture, mais écriture de bouquins. Est-ce qu'on peut te voir peut-être dans d'autres projets d'affaires aussi? Bien, oui, il y a d'autres projets présentement sur lesquels je travaille déjà, dont certains avec ma conjointe, mon épouse, en fait. C'est des projets, elle, c'est une athlète au niveau du fitness, donc c'est des projets au niveau du fitness, au niveau aussi des bijoux fashion, des choses. Donc, touche plusieurs branches. Plusieurs branches, exactement. Karim, je te remercie beaucoup de ta générosité. Tous les deux et l'équipe de production, on sait combien de temps ça a pris ce premier tournage ensemble. On a passé beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentatives. Très sincèrement, je te remercie beaucoup du temps que tu as passé. Ça fait une différence pour les gens qui sont à la maison, qui écoutent ça. Je suis convaincu que ça va allumer peut-être 1, 2, 10, 15 nouveaux entrepreneurs au Québec et ça sera en partie grâce à toi. Si on arrive à inspirer des gens à faire une différence, c'est extraordinaire. Serge, merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup, Karim. Merci. J'espère que vous avez aimé cette entrevue-là de Karim Senoussi sur le reprenariat avec Serge Beauchemin. Moi, ça m'a drôlement inspiré. C'est une des entrevues que j'ai le plus préférées depuis la création d'Alliance Entrepreneur. Je trouve ça vraiment motivant de voir des mécanismes financiers qui ont été mis en place pour que Karim puisse acquérir une entreprise à plus de 100 employés dès sa sortie de l'université quand il était encore très jeune. Ça m'inspire vraiment. J'aimerais vous rappeler que si le reprenariat vous intéresse, inscrivez-vous à Expo Entrepreneur qui aura lieu le 3 et 4 mai prochain. Je répète, Expo Entrepreneur le 3 et 4 mai prochain. Et le 4 mai à 10h15, Serge Beauchemin animera un panel sur le reprenariat avec le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec.
Réseau Mentorat, parce que comme qu'on a vu dans l'entrevue avec Karim, sans ses mentors, tout ce parcours-là probablement n'aura jamais vu le jour. Et puis, notre partenaire principal, la Banque nationale. Alors, ce sera Serge Beauchemin qui va animer le panel avec ses partenaires-là. C'est un panel à ne pas manquer. De plus, Expo Entrepreneur, le 3 et 4 mai, il y aura beaucoup de sujets de l'entrepreneuriat qui vont être touchés. Moi, j'anime d'ailleurs 3 panels. Un sur le marketing numérique en 2022, un autre sur les ressources humaines, sur le recrutement, comment vaincre la pénurie de main-d'œuvre. Et finalement, j'anime aussi un panel sur la santé mentale des entrepreneurs. Alors, ça, c'est le 3 et 4 mai prochain. Les inscriptions sont 100% gratuites. J'aimerais remercier une dernière fois nos 2 partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale et le Réseau Mentorat, de nous permettre de créer tout ce contenu-là gratuit pour vous. Et puis, le contenu est disponible sur le site d'aliasentrepreneur.com, est disponible en podcast sur toutes les plateformes de balado, est disponible sur la page Facebook d'Alias, sur le groupe Facebook d'Alias. Mais surtout, je vous invite à faire un like, un share, nous laisser des étoiles pour faire connaître le contenu. Chaque petit geste que vous faisiez d'interaction envers le contenu nous aide à se faire connaître auprès de la communauté entrepreneuriale du Québec. Parce que la mission d'Alias Entrepreneur, c'est d'aider les entrepreneurs du Québec à passer au prochain niveau. Pour ça, il faut que notre contenu soit vu pour que nos commanditaires continuent à nous supporter année après année. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et j'espère vous voir la semaine prochaine, le 3 et 4 mai, à Expo Entrepreneur. Sur ça, bonne fin de journée.